Commandant. La musique s'est arrêtée. Commandant Arnold. La musique s'est arrêtée, commandant. Steve, Amy. Appelez-moi Steve. Vous vous êtes endormi. Ouais, bien vu, Amy, je me suis endormi. Eh bien, j'ai beaucoup de mal à comprendre comment vous pouvez vous endormir pendant la 5e de Beethoven. Eh bien, je me suis endormi pendant la 5e de Beethoven parce que la 5e de Beethoven me fait prodigieusement chier. Je pense que quand vous êtes grossier, c'est que vous plaisantez. Non, Amy, quand je suis grossier, je ne plaisante jamais. Vous êtes encore en train de plaisanter. Oh, vous plaisantez, n'est-ce pas? Je ne sais jamais quand vous plaisantez, mais vous devriez écouter Beethoven attentivement, commandant. Ma préférée, c'est la 8e symphonie, mais vous devriez surtout écouter la 9e. Beethoven l'a écrite à la fin de sa vie, c'est une des plus belles œuvres jamais composées. Moi, je préfère la 11e. Oui, vous plaisantez, mais vous devriez l'écouter, commandant. C'est pour ça que je vous ai apporté ces enregistrements. Pour que vous sachiez à qui vous avez affaire. Je sais à qui j'ai affaire. Hein, j'ai connu un autre chef dans le temps. Dix Dixon. Alors, petite formation sax alto, mais pas mauvais. Un jour, la villa où il habitait avec toute sa clique a cramé. Il a tout perdu. Enfin, presque. Je l'ai coincé. Ouais, je l'ai coincé parce qu'il y a toujours une question à laquelle un coupable ne peut pas répondre. X. Tout le monde se retrouve le cul nu, sauf toi. Alors comment tu expliques ça? Bon, en fait, il joue aux courses. Non, mais vous comprenez, Amy? Non? Ben, il avait fichu le face à tôle pour toucher l'assurance. Ok. Allez, combien avant l'arrivée de la grosse pointure? Un seul. Helmut Rode, 2e violon à l'orchestre. Il y a aussi une requête de Wiesbaden pour que vous receviez une Madame Müller. Non, mais quand ça vient de Wiesbaden, c'est pas des bonnes nouvelles. Il y a un jeune officier qui est passé il y a un instant. Il a vu que vous dormiez et il est reparti. C'était qui? Je ne sais pas, je ne l'avais jamais vu. Et il y a un message, le colonel Volkov se fait excuser. Tant mieux, pas de message des Anglais? Non. Non, mais il est passé où, ce jeune officier? Je ne sais pas, il n'a fait qu'entrer et sortir. Trouvez-le moi, Amy, vous voulez bien? Lieutenant Wills, à vos ordres, mon commandant. Alors laissez tomber ces conneries, j'ai horreur de ça. Appelez-moi Steve. David Wills. Je suis votre nouvel officier de liaison avec les services de renseignement alliés. Je remplace le capitaine Greenwood. Il a été muté à Nuremberg. Apparemment, ils ont besoin d'interprètes supplémentaires pour le procès. Alors c'est vous qui allez vous farcir les Anglais maintenant? Oui, mon commandant. Non, appelez-moi encore une fois mon commandant et je vous oblige à écouter du Beethoven. Bah, vous l'avez déjà vu, le commandant British? Le commandant British. Ah oui, celui qui cause comme s'il avait des glaçons dans la bouche. Je sais jamais s'il parle allemand ou anglais. Merde, mais comment il s'appelle déjà? Le commandant Richard. Ouais, c'est ça. Alan Richard. Je lui ai parlé ce matin, mais il était pressé. Il avait une réunion urgente. Le fichier Inc. Oui. Et si jamais c'est important, vous croyez que les Anglais vont en faire profiter leurs alliés? Non mais dites-moi, on va recruter à la maternelle maintenant. Il faut croire. Vous êtes d'où? Je suis né ici. Pas à Berlin. À Hambourg. Je suis parti en 1934. J'avais 12 ans. Mes parents m'ont expédié chez mon oncle à Philadelphie.
Ils devaient suivre, mais ils ont retardé et retardé. Et ils n'ont pas suivi. Mon vrai nom est Vaille. Ouais, vous entendez ça, Amy? Notre petit David est natif de Hambourg. Oui, j'ai entendu. Ah, je suis désolé pour vos parents. Ah, au fait, Amy Straub, c'est une bonne Allemande, n'est-ce pas, Amy? Hein, son père faisait partie du complot contre Hitler. Je crois que Monsieur Rhodes est là, commandant. Ah, alors, pas moyen qu'elle m'appelle Steve. Elle est tellement correcte, elle aime les livres, elle aime la poésie, elle est carrément dingue de Beethoven. Vous aimez Beethoven, David? Oui. Oui, c'est bien ce qu'il me semblait, oui. Moi, j'ai vu Bergen-Belsen 2 jours après la libération du camp, alors je sais de quoi je parle. Pensez à vos parents, pas aux musiciens. D'après le capitaine Greenwood, ça ne sera pas facile de monter un dossier contre lui. On en reparlera. C'est moi qui tiens la baguette et c'est moi qui pose des questions. Alors, si vous voulez poser une question, ben, vous levez le doigt et je vous ferai signe, ok? Ok. Ok. Alors, pour commencer, je vais dire ces salauds, pourquoi ils sont là. Ensuite, je pose une question, pas plus, n'importe quoi, tout ce qui me passe par la tête, mais cordial. Et ensuite, je dis, je vois d'après vos réponses que vous n'avez jamais adhéré au parti nazi. C'est exact? Ah, parfaitement exact. Je n'ai jamais adhéré au parti nazi. Et ensuite, j'attends. Je ne dis rien, j'attends. Et alors là, ils se mettent à causer, mais alors, ils causent. Et que le chef est un type épatant. Et comment il a défié Adolphe, Hermann et Joseph. Ah oui, ils arrivent toujours à caser l'histoire de la baguette. Qu'est-ce que c'est, l'histoire de la baguette? Bon, j'en ai interrogé combien, Amy? 28. Donc, ce type... Helmut Rhodes. Rhodes. Ce sera le 29e. Vous allez entendre l'histoire de la baguette pour la première fois, moi, pour la 29e. Il se débrouille toujours pour obtenir le nom de famille d'Amy. Quoi? Bah, c'est pas vrai, Amy. Straub. Seriez-vous de la famille de Joachim Straub? Mon père, dit Amy. Ah, voilà un grand homme, un héros. Oui, mais vous comprenez ce qu'ils essaient de faire, David. C'est de noyer le patron sous les roses, mais il est difficile de sortir la rose quand on a rampé dans les chiottes. Et moi, j'étais dans les assurances avant la guerre, au service du contentieux. Et vous? J'étais à l'université. Et quand tout ça sera terminé? J'aimerais enseigner l'histoire. Oh, l'histoire. Faut une bonne mémoire pour l'histoire. Ah oui, toutes les dates, les batailles. Bonne mémoire? Pas mauvaise. Alors moi, j'ai une mémoire sensationnelle. Il y a même des psychologues qui m'ont fait faire des tests. Oui, mais à cause de ma mémoire, rien d'autre. Je me souviens de tout, Wills. C'est une plaie, vous pouvez me croire, de tout. Les assurances. On m'a appris à repérer les témoignages à répétition. Allez, Amy, faisons entrer M. Rhodes. Vous vous asseyez là. Et n'oubliez pas, Wills, c'est moi qui cause. Monsieur Helmut Rhodes. Asseyez-vous, Helmut. Bien, alors Helmut, je veux que vous compreniez bien la raison de votre présence ici. Je suis chargé d'une enquête préparatoire sur Wilhelm Furtwängler, interdit d'apparition publique, et en attente de comparution devant le tribunal de la commission de dénazification des artistes. Alors, ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il a fabriqué entre 1933 et la fin de la guerre. C'est clair? Oui. Alors, j'ai ici vos réponses à notre questionnaire. Alfred Helmut Rhodes, second violon à l'Orchestre Philharmonique de Berlin depuis 1935. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, second violon, Helmut? Ça veut dire
que je n'étais pas assez bon pour être premier violon. Remarquez, pour être deuxième violon à la Philharmonie de Berlin, il fallait déjà être plutôt très bon. Et d'après vos réponses, Helmut, vous n'avez jamais adhéré au parti nazi. Moi, jamais! Jamais! Je les haïssais. Croyez-moi, je vous en prie, je sais bien qu'aujourd'hui, plus personne n'a jamais été nazi, mais en ce qui me concerne, c'est vrai. À 100% vrai. Je suis catholique pratiquant. Ça aurait été tout à fait contraire à ma conscience. C'est difficile d'expliquer ce qui se passait. La peur. Du matin au soir, la peur, même en dormant, la terreur. Au début, bien sûr, on s'opposait ouvertement. Je vous parle de 33, 34. Quand je repense aux choses que je disais, j'en frémis. Je racontais des blagues, mon Dieu, des blagues sur Hitler. Il y en avait une qui était très à la mode vers 33, 34. Deux vieux juifs se rencontrent. Il y en a un qui dit à l'autre, j'ai deux nouvelles, une bonne et une mauvaise. Dis-moi d'abord la bonne. Hitler est mort. Et la mauvaise? C'est pas vrai. Voilà le genre d'histoire que je racontais. Vous voulez que je vous parle du docteur Furtwängler? C'est sans aucun doute l'un des hommes les plus courageux que j'ai eu l'honneur de rencontrer. Pour tous les musiciens, c'est un dieu. Et, à mon humble avis de deuxième violon, c'est le plus grand chef d'orchestre vivant. Je n'ai jamais joué sous la direction d'Arturo Toscanini, c'est vrai, mais j'ai entendu des enregistrements et l'émotion n'est pas la même. Toscanini est un métronome. Le docteur Furtwängler est un artiste. Non. Wilhelm Furtwängler est indiscutablement un génie. Il n'a pas d'égal. C'est vrai que vous allez l'interroger aujourd'hui? On dit tellement de choses dans Berlin. J'ai entendu dire... La rumeur est partout. Si on pouvait se nourrir de rumeurs, nous aurions tous le ventre plein. Si je peux me permettre, j'espère que vous faites attention à ce qu'il soit bien protégé. Il y a tellement de fous partout. Il a apporté du réconfort en des temps effroyables. Que demander de plus à un homme? J'ai quelque chose qui pourrait vous intéresser. Voyez-vous, le problème, c'était le salut nazi. Il se refusait catégoriquement à le faire. Et alors, je l'ai entendu comme je vous entends. Je l'ai entendu dire, je n'ai absolument pas à savoir s'il est là. Il répétait ça sans arrêt, en boucle. Mais comment éviter de faire le salut du démon quand Satan en personne est dans la salle? Vous savez qui a trouvé la solution? J'ai dit, maestro, pourquoi ne pas entrer en tenant votre baguette dans la main droite? Hitler sera au premier rang. Si vous saluez avec la baguette, on aura l'impression que vous voulez lui crever un œil. Il m'a été très reconnaissant de cette idée. Il est monté sur le podium, la baguette dans la main droite. Il ne pouvait donc pas saluer. Il s'est simplement incliné rapidement. Il s'est tout de suite tourné vers nous. Et les applaudissements n'étaient pas terminés qu'il nous avait déjà donné le signal du départ. Je vais vous faire une confidence. Après le concert, j'ai fait quelque chose de pas très joli. J'ai volé la baguette pour la garder en souvenir. Je l'ai toujours.
J'aurais dû la porter pour vous la montrer. Remarquez, c'était toujours un sujet de plaisanterie dans l'orchestre. La baguette du maestro. Il a une technique assez à part. Il balaire, il balance, il ondule. Dieu sait à quel moment on est censé entrer. Sa battue de départ. C'était toujours un sujet de moquerie. Les autres musiciens nous demandaient « Mais comment savez-vous quand commençaient les doubles croches du début de la 9e ?» On répondait « Dès que le maestro entre, tout le monde fait 3 fois le tour de sa chaise, on s'assied, on compte jusqu'à 10, et on commence à jouer. Ou alors, quand on n'en peut plus. » Et pourtant, personne au monde ne sait faire naître un son comme lui. J'espère que je ne vais pas trop vite pour vous, Fräulein. Straub. Straub? Seriez-vous de la famille du colonel Joachim Straub? Mon père. Je suis très honoré d'être en votre présence, Fräulein Straub. Votre père était un vrai patriote. Un homme de Dieu. Requiescat in pacem. Non, je tiens à le dire, je suis catégorique. Wilhelm Furtwängler n'a pas servi le régime. Personne dans l'orchestre n'a servi le régime. Pardonnez-moi si je me permets une considération philosophique, mais Wilhelm Furtwängler est pour le monde entier l'incarnation de tout ce qui est grand dans la culture et dans la musique. Les nazis avaient besoin de lui pour se faire une respectabilité. Monsieur Rode, il y a une photo, n'est-ce pas, du docteur Furtwängler serrant la main de Hitler. Comment expliquez-vous ça? C'est le concert dont je vous parlais, le programme de Beethoven. Comme je vous l'ai dit, Hitler était au premier rang, et brusquement, à la fin du concert, il se lève, il monte sur le podium, et il tend la main au maestro. Le maestro l'a prise, que vouliez-vous qu'il fasse? Ça ne va pas plus loin. J'y étais. J'étais témoin. C'était sans aucun doute un geste prémédité, pas du tout spontané, parce qu'ils voulaient avoir le maestro dans leur camp. Alors, ils avaient prévu des photographes, et le maestro a dû serrer la main à Satan. Que vouliez-vous qu'il fasse? Ça ne va pas plus loin. Et il n'a pas non plus dirigé die Meistersinger pour le congrès du parti en 1935, à Nuremberg. Nous l'avons joué la veille du congrès. Séparer l'art et la politique, c'était le credo du maestro. La musique n'a rien à voir avec la politique. C'est comme pour l'anniversaire de Satan. C'était la veille. Le 19 avril, pas le 20. Et là, le maestro s'était fait piéger. D'habitude, il se débrouillait pour que ses médecins lui diagnostique une spondylite, c'est une inflammation des vertèbres dans le dos et dans la nuque. C'est courant chez les chefs d'orchestre, c'est très douloureux, mais pour l'anniversaire de Satan en 1942, Goebbels est arrivé le premier chez les médecins. Et là, c'était fichu. Et n'oubliez pas, s'il vous plaît, que l'an dernier, juste avant la fin de la guerre, le maestro a été obligé de passer en Suisse parce qu'il avait appris que la Gestapo était sur le point de l'arrêter. Ah non, nous parlons d'un homme bon, d'un homme honnête et du plus grand chef d'orchestre de ce temps. Monsieur Rode, vous n'êtes entré à la Philharmonie de Berlin qu'en 1935. Où étiez-vous avant ça? Je faisais partie d'un autre orchestre à Mannheim. Mais en 1935, des places se sont libérées ici, à Berlin. J'ai passé une audition. Mais d'un autre côté,
Le docteur Fortwängler a été très bon avec les Juifs. Il a aidé beaucoup de Juifs à sortir d'Allemagne. Des Juifs qui ne pouvaient plus rester dans l'orchestre. Et encore, il s'est battu pour les garder le plus longtemps possible. Sa secrétaire, Bertha Geismar, était juive. Il se reposait énormément sur elle. Finalement, il a dû l'aider à fuir, elle aussi. Elle est en Angleterre, je crois. C'est la secrétaire de Sir Thomas Beecham. C'est aussi un chef d'orchestre, mais ce n'est pas le docteur Fortwängler. Vous connaissez Hans Hinkel, Helmut? Si je connais Hans Hinkel, Oui, c'est ce que je vous demande. si je connais Hans Hinkel, Apparemment, vous avez compris la question. Alors, si vous y répondiez maintenant. mais comment je connaîtrais un tel homme? Hans Hinkel était au ministère de la Culture. Comment aurais-je pu connaître un tel homme? Il paraît qu'il tenait un fichier, des dossiers, des archives. Vous savez ce qu'il y a dans le fichier, mon commandant? J'allais vous le demander. Oh, moi, comment je pourrais savoir ce qu'il y a dans le fichier? Tout ce que j'ai entendu dire, c'est que il y a des lettres de gens qui jurent fidélité au régime. C'est tout ce que je sais. Moi, mon opinion de deuxième violon, pour ce qu'elle vaut, c'est que Hinkel n'était en fait qu'un petit fonctionnaire subalterne. Il n'y aura rien d'intéressant dans son fichier. Vous pouvez y aller, Helmut. Ça y est? La porte, Helmut. Maestro! Commandant, Oui. il est là. Oui, eh bien lui aussi, on va le faire mariner un peu. Et voilà, maintenant vous connaissez l'histoire de la baguette. Oui, c'est... Mais le capitaine Greenwood a raison pour ce qui est de la solidité des preuves. Amy, allez Je crois chercher que- du café. Amy, n'en proposez pas au chef de clique. Hein, vous ne le saluez même pas, compris? Je vais vous dire une chose, David. La solidité des preuves, on s'en fout parce que moi j'ai la question à laquelle il lui sera impossible de répondre. J'ai quelque chose d'important à dire concernant Wilhelm Bourbon. Non mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je Mais qui êtes-vous? m'appelle Eva Müller. Asseyez-vous, Madame Moller. Müller. Madame Müller. Pardon. Asseyez-vous. Je vous en prie. Vous n'avez pas le droit. Je leur en ai parlé à Wiesbaden. Ils ont dit qu'il fallait que je vous le dise. J'apporte un témoignage important. Vous comprenez? J'essaie de trouver une preuve que ma fille et mon gendre, Walter Sachs, ont existé. Le docteur Fortwängler pourrait m'apporter cette preuve. Votre gendre était-il un de ses amis? Non, mon gendre, Walter Sachs, était le jeune pianiste le plus doué de sa génération. Ils travaillaient ensemble, peut-être? Non, non, justement. Le docteur Fortwängler m'a parlé. Il voudrait savoir si on va le faire attendre encore longtemps. Ah ben David, je vous laisse faire, il semble que vous ayez des affinités avec Madame Müller. Madame Müller, tout ce que vous direz restera strictement confidentiel. Mais je ne veux pas que ce soit confidentiel. Je veux que le monde entier le sache.
Quand je vous ai demandé si votre gendre et le docteur Furtwängler étaient confrères, vous avez répondu non, justement. Qu'entendiez-vous par là exactement? Moi, je ne me rappelle plus ce que je voulais dire. Ça m'est sorti de la tête, mais j'ai une liste là. Ah, pourquoi j'ai apporté cette liste? Vous préférez que je vous pose des questions? Ma fille était étudiante en philosophie à l'université, ici, à Berlin, en 1932. Elle avait 18 ans. Elle a été invitée à un récital chez des gens pour écouter un jeune pianiste. C'était chez Madame Mira Samuel, un grand professeur de piano. Le jeune pianiste s'appelait Walter Sachs. Il avait 17 ans. Elle est tombée amoureuse de lui rien qu'en l'écoutant jouer. Ils se sont mariés, mais il était juif, alors que ma fille ne l'était pas. Bon, dites-nous simplement le rôle de Furtwängler dans tout ça. Mais ce que vous faites est scandaleux, vous le savez. Alors qu'est-ce que nous faisons? Et vous faites comme eux. Et qu'est-il arrivé à votre gendre et à votre fille? Ils sont morts. À Auschwitz. C'est en Pologne. Je ne sais pas la date exacte. Et pour le docteur Furtwängler? Ils ont été avertis que mon gendre devait être arrêté dans la semaine. Il n'avait pas d'argent, pas de relations. Ils ont couru chez Mira Samuel pour lui demander de l'aide. Le soir même, elle leur a fait passer un message. Soyez à telle adresse à minuit. Oh, c'était un sous-sol, une ancienne boîte de nuit fermée. Mira Samuel a ouvert. Près d'elle se tenait un homme. Je vous présente Wilhelm Furtwängler. Il va vous écouter. Sur un vieux piano droit, un vieux Bechstein désaccordé, Walter a joué à peine 3 minutes d'une sonate. Tout à coup, le docteur Furtwängler s'est levé, il a dit « Je vais essayer de vous aider ». Et il est parti très vite. Le lendemain, ils ont reçu une autorisation de sortie officielle de quitter le pays. Ils ont pris le train pour Paris. Walter commençait à se faire un nom. Et en juin 1940, ils ont été déportés. Mais ma fille n'était pas juive. Son nom de jeune fille était Müller. Et... Ah, mais oui, c'est ça. J'ai une liste, là. J'ai une liste. Ludwig Misch, Félix Lederer, Joseph Krieps, Arnold Schomberg. Des dizaines et des dizaines de personnes qu'il a aidées. Il a aidé Walter Sachs, mon gendre. Certainement le pianiste le plus doué de sa génération. Et je continuerai à chercher, j'en trouverai d'autres. Je produirai des témoignages parce que je sais ce que vous voulez faire. Vous voulez l'anéantir, n'est-ce pas? Vous voulez le faire monter sur un bûcher et le brûler vif. Nous essayons simplement de découvrir la vérité. Et comment voulez-vous découvrir la vérité? Ça n'existe pas, la vérité. Quelle vérité? Celle des vainqueurs, celle des vaincus, celle des victimes, celle des morts, la vérité de qui? Non, non. Détruire un seul homme bon, aujourd'hui, c'est rendre l'avenir impossible. Oh, s'il vous plaît, je voudrais le voir. Je veux savoir s'il se souvient de ma fille et de Walter. Non, Madame Müller, pas aujourd'hui. Vous allez le brûler vif, n'est-ce pas? Oh, voyons, Eva, je ne suis qu'un simple officier chargé d'instruire un dossier. Je n'ai pas le pouvoir de brûler qui que ce soit, même si j'en avais envie. Alors voilà mon numéro de téléphone. Vous m'appelez si vous avez besoin de quoi que ce soit. Nourriture, médicaments, cigarettes, n'importe quoi. D'accord? Ça vous va? Vous allez le brûler vif. Bon, Émile, allez, faites sortir Eva par la porte de service. Mais vous voulez la liste, j'en ai une copie. Non, gardez-la et la copie avec, mais merci quand même. Un nom de Dieu, on va se le faire. Et on va se le piquer sur un bouchon comme un papillon. Quoi? Vous comprenez pas, hein? Non. Non, je ne comprends pas pourquoi une liste de gens qu'il est censé avoir aidés ne ferait pas David, partie. David, le mois dernier, j'étais à Vienne et j'avais avec moi un chauffeur autrichien, Max. Alors lui, avait été dans les camps. Vous regardez les Viennois qui fouillaient dans les décombres.
Je lui ai dit, quand je pense que tous ces gens étaient 1 million à crier « Heil Hitler !» le jour où Adolphe est entré dans la ville. 1 million. Et maintenant, regardez-les. Et Max m'a répondu, mais non, mon commandant, si vous les interrogez ce jour-là, ceux-là, eh bien, ils étaient tous chez eux, avec un juif caché dans leur grenier. Vous voyez où je veux en venir? C'est tous des merdes, David. Tous et sans exception. Si je peux me permettre, mon commandant, je ne crois pas qu'on puisse ranger le docteur Furtwängler dans la même catégorie. C'est l'un des plus grands chefs d'orchestre du monde. David, j'étais au QG d'Eisenhower, j'interrogeais les prisonniers de guerre, ils m'ont convoqué. Tu as déjà entendu parler de Wilhelm Furtwängler? Ah, j'ai dit non. Et Toscanini? Bah oui. Toscanini, oui, bien sûr, Toscanini. Et Stokowski, tu connais? Bah oui, je connais. C'est un vieux type qui a des cheveux blancs, on dirait le grand-père d'Arpo Marx. Bah c'est ça, c'est lui. Eh bien, le Furtwängler en question, il est encore plus grand que les deux autres. Chez nous, il serait aussi célèbre que Humphrey Bogart ou Rita Hayworth. Eh ben merde, j'ai dit, et moi, qui ne le connais même pas. Eh bien, Steve, c'est pour ça que c'est toi qui vas là-bas, ils m'ont répondu. Qui ils, mon commandant? Qui quoi? Qui sont les ils qui vous ont envoyés? Les ils qui vous ont mis sur ce Il dossier? n'y a pas de île. Je fais mon boulot, c'est tout. Et n'oubliez jamais qu'on a affaire à des dégénérés. Mon commandant... Ah, soyez sympa, appelez-moi Steve. Ne me traitez pas comme si je n'étais pas de votre bord. Ah, mais si je fais ça, David, c'est parce que je ne sais pas encore de quel bord vous êtes. Je prends ça pour une insulte. Tant pis, moi ce qui m'intéresse, c'est de coincer ce salaud. Bonelli lui a trouvé une voiture? Oui. Ok, alors on y va. Amy, amenez-le-moi. Le docteur Wilhelm Furtwängler. Personne ne vous a invité à vous asseoir, que je sache. Mon nom est Steve Arnold. Voici David Wills. Asseyez-vous là, Wilhelm. Bien, alors Wilhelm, je veux que vous compreniez bien les raisons de votre présence ici. Vous êtes interdit d'apparition publique en vertu de la directive numéro 24 de la Commission de contrôle interallié, dans l'attente de votre comparution devant le tribunal de la Commission de dénazification des artistes. Alors, est-ce que c'est bien clair? J'ai déjà été disculpé par un tribunal de dénazification en Autriche. Oh, ce que l'on fait en Autriche ne m'intéresse pas le moins du monde, ok? Et alors j'ai ici vos réponses à notre questionnaire. Gustave, Henrik, Ernst, Martin, Wilhelm Furtwängler. Vous êtes né à Berlin en 1886 et vous êtes chef d'orchestre symphonique. Et vous dites ici que vous n'avez jamais adhéré au parti nazi. C'est exact.
Et foutre Dieu, vous n'allez pas nous la raconter, l'histoire de la baguette? L'histoire du conseiller de l'État de Prusse, vous ne voulez pas la raconter non plus? Et comment on a pu nommer conseiller d'État quelqu'un qui n'a jamais adhéré au parti? Vous allez me le dire, ça? Mais j'ai reçu un télégramme d'Hermann Göring, alors Premier ministre de Prusse. C'était en 1933, où il m'annonçait qu'il m'avait nommé conseiller d'État. On ne m'a pas laissé la possibilité d'accepter ou de refuser. Après les terribles événements de novembre 1938, les attaques sauvages contre les Juifs, j'ai cessé de me prévaloir du titre. Formidable. Alors vous avez cessé de vous prévaloir du titre. Formidable. Et le titre de vice-président de la Chambre de musique du Reich, vous l'avez utilisé, celui-là, non? Ah oui, mais je suppose que là non plus, vous n'avez pas eu le choix. Je suppose que Joseph vous envoyait un télégramme. Très cher monsieur, le vice-président. Non, je ne pense pas que Joseph Goebbels m'ait envoyé un télégramme. On me l'a simplement fait savoir. Par lettre, je crois. Je ne me souviens pas exactement. Ah, ben, vous ne vous souvenez pas exactement. Bien. Et puis entre Hermann et Joseph, on peut dire que vous crouliez sous les honneurs, non? Alors, comment vous expliquez ça? Mais il y avait une lutte permanente entre Göring et Goebbels pour le contrôle de la culture. Les gens comme moi ou Richard Strauss, nous étions des pions. De toute façon, j'ai démissionné de la chambre de musique, en même temps que de mon poste de directeur musical à l'Orchestre Philharmonique de Berlin en 1934. Et pourquoi ça? Pourquoi avez-vous démissionné, docteur Furtwängler? Ils ont pris le pouvoir en janvier 1933. En avril, j'ai envoyé aux journaux une lettre ouverte où je condamnais leur attitude envers la musique. Les distinctions qu'ils faisaient entre juifs et non-juifs. Pour moi, il y a une seule distinction en art, ce qui est bon et ce qui est mauvais. Les grands artistes sont rares. Et aucun pays ne peut s'en passer, sous peine de causer des dommages irréparables à sa vie culturelle. Des hommes comme Otto Glamperer, Bruno Walter, Max Reinhardt devaient avoir le droit de servir leur art ici, dans ce pays. Et alors, vous avez démissionné? Non, pas tout de suite. La crise a éclaté quand Goebbels a décidé d'interdire un opéra de Pauline de Mitt, Matisse le peintre, que les nazis qualifiaient de musique bolchevique, infectée de juiverie. Ou une ânerie de ce genre. Là encore, j'ai écrit aux journaux, là encore, je les ai critiqués. En représailles, Goebbels a fait un discours où il dénonçait ma déloyauté envers le régime. C'est à ce moment-là que j'ai démissionné de tout, je me suis retiré de la vie publique et je me suis remis à composer. Ma véritable vocation, j'ai toujours professé que l'art et la politique devraient être totalement séparés. Alors pourquoi avoir dirigé votre orchestre pour le congrès de Nuremberg? Alors, je n'ai pas dirigé pour le congrès. Orchestre pour le congrès de Nuremberg. Alors, je n'ai pas dirigé pour le congrès. J'ai dirigé la veille
du Congrès. Non, alors ça me rappelle les clauses écrites en tout petit caractère au bas de nos polices d'assurance. Je n'ai rien eu à voir avec le Congrès. Et le 19 avril 42, la veille du 53e anniversaire d'Adolphe, la grand-messe. Ah, vous avez bien dirigé pour Adolphe, non? Ça correspondait à votre conviction de séparer l'art et la politique? Ah, ce n'était pas la même chose. Oh, ce cela, oui. J'ai été piégé. Ah, comment ça? J'étais à Vienne, je répétais la 9e de Beethoven quand Goebbels a appelé pour dire que je devais diriger pour l'anniversaire de Hitler. Je m'étais toujours arrangé pour me dérober à ce genre d'invitation, en invoquant un engagement préalable, une maladie, que sais-je. J'avais la chance que Baldur von Girard, qui contrôlait Vienne, déteste Goebbels et soit prêt à tout pour contrecarrer sa volonté. Il m'avait souvent aidé par le passé, en disant qu'il avait réservé mes services le premier. Mais cette fois-là, en 42, Goebbels m'a devancé chez mes médecins. Il leur a fait peur. Von Girard a été menacé et brutalisé. Et il a fini par céder. Je n'avais pas le choix. J'ai dû diriger pour Hitler. Croyez-moi, je savais que j'étais en train de me compromettre. Et je le regrette profondément. Alors c'est comme ça que vous avez été piégé. Et moi, je n'appelle pas ça vraiment un piège. Le piège, c'est qu'ils ont fait pression avant que j'aie eu le temps de manœuvrer. Ils ont su aussi bien que moi que je n'avais pas plié les chines. Je dirais plutôt que vous avez passé un marché. Je n'ai passé aucun marché. Mon seul souci était de maintenir la musique à son plus haut niveau. C'était ma mission. Je ne suis pas preneur et Erfurt-Wandler. C'est la vérité. Vous vous souvenez d'un pianiste qui s'appelait Walter Sachs? Non, Un jeune pianiste juif. non. Un élève de... Mira Samuel. Ah, oh, j'ai connu Madame Mira Samuel. Aucun souvenir d'un élève à elle, qui aurait joué pour vous dans un sous-sol ici à Berlin. Vaguement. Comment s'appelait? Sachs. Sachs. Oui, sa belle-mère voulait vous remercier d'avoir aidé son gendre. Vous lui avez obtenu un laissez-passer pour Paris. Comment vous avez fait, Willem? Oh, je ne m'en souviens pas. Il y en a eu tellement. Oui, non, mais je sais, vous avez des comme ça un tas de gens, mais ce qui m'intéresse, moi, c'est comment vous y êtes pris. Vous avez passé un coup de fil à une de vos relations. C'est possible. Comme je vous l'ai dit, je ne m'en souviens pas. Bon, bah alors moi, je vais essayer de deviner. Alors, vous prenez un téléphone. Allô? Oui, Adolphe? Oui, c'est Willem. Dis donc, vieux, je voudrais que tu files un coup de main, petit pianiste juif. Bah oui, il lui faudrait un laissez-passer pour Paris. Oh, c'est drôlement sympa, Adolphe. Dieu te le rendra. Merci, Adolphe. Et aïe! Putain d'Hitler de merde. Ou peut-être que vous appeliez Armand ou Joseph, parce que, voyez-vous, moi, je crois que vous avez passé un marché. Vous avez serré la main du diable et vous avez fini cul et chemise avec lui et ses cordes. Et tellement cul et chemise qu'au chiotte, vous aurez pu le torcher. Amy, vous prenez en sténo avec le doigt dans les... Amy! Amy Straub. Une fille très sensible. Alors, d'après vous, Willem, vous avez des comme ça, combien de juifs? Je n'en ai aucune idée. Tant que ça. Je ne vais pas me défendre en claironnant des chiffres. Puis-je poser une question? Bien sûr.
Quand mon cas sera-t-il déféré au tribunal? Vous en savez autant que moi. J'ai vu récemment vos collègues de Wiesbaden, les autorités d'occupation américaines chargées de ma défense. Ils ont été très polis et très serviables. Ils m'ont dit... Ici, c'est pas Wiesbaden. Et moi, je ne suis pas là pour vous défendre. J'ai besoin de travailler, j'ai besoin de gagner ma vie. Je survis grâce à la générosité de quelques amis. Ah, c'est dur, hein, mais ces choses-là, Willem, vont prendre un peu de temps. Alors pourquoi, dites-moi pourquoi, un autre chef d'orchestre qui, lui, était vraiment au parti, je crois qu'il s'est inscrit 2 fois, pourquoi est-ce que lui a déjà été blanchi et qu'il retravaille, alors que moi, je dois attendre et attendre encore et encore. Je ne sais pas de qui vous parlez, c'est pas moi qui ai suivi le dossier. Et pourquoi, dites-moi pourquoi, au moment même où nous parlons, certains scientifiques nazis de haut rang sont transférés aux États-Unis pour travailler à des missiles et autres carburants pour fusées. Bon, mais ça, c'est ce qu'on appelle des prises de guerre, Willem. Pourquoi vous êtes-vous réfugié en Suisse en janvier de l'année dernière? Pardon? Pourquoi vous êtes-vous réfugié en Suisse l'année dernière? Parce que j'avais appris que la Gestapo était sur le point de m'arrêter. Pourquoi voulait-il vous arrêter? Je crois que c'est à cause d'une autre lettre que j'avais écrite à Goebbels, où je déplorais le déclin du niveau musical, du fait de la politique raciale. Ah, vous ne déploriez pas la politique raciale? Mais uniquement le déclin du niveau musical, c'est bien ça. Comment avez-vous appris que la Gestapo était après vous? Pendant une interruption, à cause d'une panne de courant lors d'un concert. Albert Speer m'a dit « Vous avez mauvaise mine, maestro. Vous devriez partir à l'étranger quelque temps. » J'ai parfaitement compris ce qu'il voulait dire. Attendez, Albert Speer, hein, aujourd'hui à côté de votre autre copain, le chef des jeunesses hitlériennes, Baldur von Schirach dans le box des accusés à Nuremberg, également pour crime contre l'humanité, Albert Speer, le ministre de l'armement. Eh ben mon vieux, vous en connaissiez, hein, des gens placés. Il serait plus exact de dire que beaucoup de gens haut placés me connaissaient. Faites pas le malin avec moi, parce qu'on dirait bien que tous vos amis sont une bande d'ordures et de criminels. Alors, Willem, dites-moi la vérité, c'était quoi votre numéro de parti? Si vous comptez me brutaliser de cette manière, commandant, vous feriez bien de réviser vos leçons. Vous ne vous rendez manifestement pas compte de la stupidité et de la grossièreté de vos propos. Ah, vous vous souvenez, David? Hein, j'avais une question pour Willem à laquelle il lui serait impossible de répondre. Bien, je vais la poser. Et pourquoi n'êtes-vous pas parti dès le début? Quand Adolphe est arrivé au pouvoir, en 1933, j'ai ici des noms de gens qui sont dans votre job, qui, eux, ont foutu le camp en 1933. Otto Klemperer, Bruno Walter, Max Reinhardt. Ils étaient juifs. Ils étaient obligés de partir. Ils ont bien fait de partir. J'aime mon pays et j'aime mon peuple de toute mon âme. Je ne pouvais pas abandonner mon pays au plus profond de la misère. Partir en 33 ou 34, c'eût été une honte. Je suis resté ici pour veiller à ce que la grande tradition musicale demeure inchangée, qu'elle soit intacte à l'heure où nous nous réveillerions de ce cauchemar. Ah, vous avez entendu, David? Il ne peut pas répondre à la question. Alors je vais vous la reposer, arrêtez de me fourguer votre rhétorique à la con. Je vous ai donné mes raisons, commandant. Et tout ce que j'espère, c'est que vous serez aussi sévère avec les artistes qui sont restés dans leur pays. Shostakovich, Prokofiev, Eisenstein, surtout Eisenstein.
avec ses films à la gloire de la tyrannie. Mais tous, on pourrait les accuser de glorifier la tyrannie. Alors, jamais entendu parler, ils ne sont pas sur ma liste. Non. Non, mon commandant, ce sont des Russes. Des Russes. Alors maintenant, les Russes. Secrétariat du commandant Arnold. C'est le commandant Richards pour le lieutenant Wills. Wills? Oui. Bien. Le commandant Richards voudrait vous parler. Sacrée hiérarchie. J'en ai suffisamment supporté. Je m'en vais. Je ne pense pas que ce soit la chose à faire. Docteur Fordwengler, quand j'avais 10 ans, en 1932, mon père, qui était éditeur, m'a permis de l'accompagner en voyage d'affaires à Berlin. Le deuxième soir, il m'a emmené à la Philharmonie. Le concert se terminait par l'ouverture de Tannhäuser. Vous m'avez ouvert les portes d'un monde nouveau. Non, Richard. Plus qu'un monde, c'était comme si je me réveillais après un long sommeil. Vous m'avez laissé entrevoir un endroit où le malheur n'existe pas. Depuis que je vous ai entendu pour la première fois, la musique a été mon plus grand réconfort et j'en ai eu besoin. Je vous remercie. Moi aussi, moi aussi. Allez. Pareil, Ok. la même chose, merci. Straub. Ah, David, il faut rendre justice aux Anglais, ça, je dois le dire, ce sont des gentlemen. Dites-moi, Willem, vous connaissez Hans Hinkel? Si je connais Hans Hinkel. Non, mais qu'est-ce qu'ils ont tous à répéter cette question? Si je connais Hans Hinkel. Oui, je le connais. C'est un être abject. Demandez à Bruno Walter. Au ministère de la Culture, il était chargé de se débarrasser des Juifs. Et comme les artistes les plus doués étaient invariablement juifs, il avait fort à faire. Je pourrais vous raconter en détail la façon dont il a persécuté ma secrétaire, Bertha Gesmar, qui était juive. Je crois qu'on parle bien du même. Et vous savez ce qu'il faisait? En plus, la petite frappe, il tenait des dossiers. Près de 250 000 fiches. Et vous savez ce qu'il y a dans ces dossiers? Mais comment voulez-vous que je le sache? Ces dossiers vont nous dire qui a informé, qui rendait des services, à quel moment vous avez tous adhéré au parti. Et mieux que ça, ils sont bourrés de lettres d'amour à vos vieux copains Adolphe, Hermann et Joseph. Une vraie caverne d'Ali Baba. Sacré bonhomme, ce Hinkel. Je souhaiterais partir maintenant. Ça, je veux bien le croire. On le tient. Oh putain, Amy, donnez une liste des prochains témoins à David et apportez-moi du café, s'il vous plaît. Non mais coupez-moi ça. On ne s'entend plus penser. David, coupez-moi ça. Merde!